Bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde tâche de faire cette présentation introductive et qui va, je l'espère, ouvrir de nouvelles perspectives, ouvrir des discussions et préparer des questions ensuite par la suite. Donc, c'est une présentation sur le thème des médias sociaux qui va me permettre de prendre déjà un peu de recul par rapport au sujet de la soirée, avant d'entrer dans le détail avec des cas pratiques et des exemples très concrets qui vont être présentés par la suite. Donc, je vous propose de réfléchir à cette question qui d'ailleurs est plutôt dans l'air du temps. Pourquoi est-ce que les entreprises profitent du web participatif, profitent plus du web participatif que les institutions publiques? Alors, pourquoi est-ce qu'il est pertinent de rapprocher les deux univers du monde de l'entreprise et celui de la démocratie et du politique? La première raison, elle est que ces deux univers sont historiquement et étymologiquement liés. Si vous regardez cette origine du mot client et du mot patron, donc de la relation entre client et patron, à Rome, le client est un individu de position sociale modeste qui se mettait sous la protection du riche patron, donc patronus vient de pater le père en latin, qui lui assurait une aide matérielle régulière, notamment des conseils juridiques, une aide financière pour manger qu'on appelle le bol, en échange de divers services, un appui électoral, un accompagnement au forum ou des soutiens lors de procès. Ainsi, par exemple, Tiberius Gracchus, qui est tribun de la plaie, quand il allait au forum, se faisait accompagner de tous ses clients. Quand il allait briguer une position politique, il se faisait accompagner de tous ses clients sur le forum, et de là est venu le mot de clientela, le clientélisme, qu'on retrouve d'ailleurs dans les partis politiques, on parle parfois de clientélisme politique. Deuxième raison, c'est bien sûr que les entreprises sont censées fonctionner en plaçant l'individu client au sommet de la hiérarchie. Le client est roi, la fameuse phrase, on trouve bien un jeu de pouvoir dans l'entreprise qui renvoie symboliquement à celui du politique. Bien sûr, si le client est roi dans l'entreprise, il n'y a pas une entreprise qui dirait le contraire, c'est symboliquement, cette phrase est symbolique, mais s'il est concrètement roi dans l'entreprise, c'est par l'intermédiaire du marketeur qui va le représenter. La fonction du marketeur dans l'entreprise, c'est d'être dépositaire des besoins du client en interne. C'est le marketeur qui va représenter le client, qui va le faire régner dans les réunions avec la technique, qui va représenter ses besoins, qui va être la voix du client dans l'entreprise, dans les réunions, dans les grandes prises de décision. Pas de jugement de valeur sur le métier de marketeur, j'en suis un moi-même. Donc le marketeur est le représentant du client dans l'entreprise. Donc pour le représenter, le processus classique, c'est un certain nombre d'outils. Le marketing va représenter des outils pour collecter les besoins individuels de nos clients et les généraliser afin de les représenter en interne et sortir des produits du grand public et pas des produits qui répondent juste à des individus. Donc les outils qui permettent de représenter les besoins du client dans l'entreprise, c'est classiquement l'étude de marché, le sondage ou le focus group. Et puis ensuite, le marketeur travaille en chambre pendant 1 ou 2 ans avant la sortie du produit, qui on espère, au moment où il sortira, répondra effectivement à tous les besoins des clients. Donc c'est lui qui, pendant cette période de conception du produit, a la responsabilité, avec juste comme outil les études de marché, les focus group et les sondages, de représenter le client et de le faire régner, d'en faire un roi dans l'entreprise. Maintenant, 1 ou 2 ans, 1 ou 2 ans de développement de produit, ça peut être long dans certains domaines. Et les attentes et les besoins des clients évoluent particulièrement vite dans des contextes qui sont parfois technologiquement instables ou bien des contextes économiques et financiers qui sont incertains. Et la représentation des besoins des clients, le métier du marketeur a tendance à devenir beaucoup plus interactif, c'est-à-dire beaucoup moins en chambre, en vase clos pendant 1 ou 2 ans avec uniquement les outils que sont les sondages et les focus group pour se représenter les besoins, mais au contraire, beaucoup plus d'interactions directes avec les clients qui sont censés représenter. Donc, le métier du marketeur n'est plus uniquement de l'analyse, n'est plus uniquement de l'analytique, c'est-à-dire compiler des grandes bases de données, faire des grandes études de marché, des grands sondages anonymes et en sortir les pourcentages et les tableaux qui vont bien. Mais le métier du marketeur évolue dans certains domaines particulièrement innovants vers de la communication et de l'interaction. D'où la naissance de nouveaux métiers comme celui de community manager. Ici vous voyez le schéma, c'est l'analyse sur Google du nombre de fois où le terme community manager est recherché. On voit bien qu'avant 2005, c'était un terme qui n'existait pas, il n'était pas recherché, maintenant c'est le buzzword. C'est-à-dire que sur Google, depuis 2005, c'est un mot-clé qui est très cherché. C'est une fonction hybride entre le marketing et la communication. C'est un métier de marketeur, de community manager,
de récolte des besoins des clients, mais qui est plus de l'analytique, qui repose plutôt sur des compétences interpersonnelles et de discussion. Et alors, cette représentation interactive, ce marketing interactif des besoins du client, va apporter 5 nouvelles valeurs ajoutées à l'entreprise par rapport à la fonction habituelle du marketeur qui s'appuierait uniquement sur des sondages et sur des données anonymisées. Donc ces valeurs ajoutées, ces apports nouveaux du marketing interactif, de cette représentation interactive des besoins du client, passant par des community managers, ce sont l'agilité, la connaissance, la légitimité, l'utilité et la prévisibilité. Donc je vais vous montrer des exemples concrets. L'agilité, c'est la première valeur ajoutée de ces interactions, du passage à la représentation interactive des besoins du client. Par exemple, un community manager ou des marketeurs qui vont gérer une fanpage vont avoir une meilleure vision des problèmes ou bien des soucis suscités par leurs produits et vont gagner en réactivité en étant à l'écoute sur Twitter ou sur les pages Facebook de ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des messages qui sont adressés non pas quand ils font la une des journaux, mais qui sont adressés uniquement en épiphénomène sur une fanpage ou sur un Twitter, et vont pouvoir coercitir les marketeurs qui sont à l'écoute de ces dispositifs vont gagner en agilité, vont pouvoir coercitir rapidement. Là, c'est un petit exemple d'un happening sur la page de la marque de Frank Dickey, je ne sais pas si vous connaissez Dickey New York, donc qui est accusé par des militants donc de tuer des lapins et de faire des motos en peau de lapin. Et donc ils ont décidé de changer tous leurs avatars et de faire une phrase avec leurs avatars. Vous voyez les lettres Dickey Bunny Butcher, qui veut dire Dickey tueur de lapin, et réalisé en modifiant l'avatar des personnes qui postent un message sur le wall de la marque, donc sur le mur de la marque. Donc c'est une espèce de cyber-manifestation. Donc si vous êtes marketeur et que vous avez la main sur cette page, si vous êtes community manager, vous allez normalement, avant que le problème fasse la une des grands journaux, déceler qu'il y a une revendication de la part de vos clients par rapport à vos produits et vous modifier les tirs. Vous gagnez en agilité. Deuxième valeur ajoutée de ces interactions, un apport de connaissances. Classiquement, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire se retourner vers les clients pour compléter des besoins qu'on n'arrive pas à faire en interne. Donc c'est lorsque l'entreprise et le marketing ne trouvent pas toutes les réponses aux besoins des clients, elles vont se retourner vers ces mêmes clients en leur demandant de contribuer aux produits ou aux services. Donc petit exemple de ce que fait Procter & Gamble dans ce domaine. Ils utilisent une plateforme justement de participation où ils déposent des problèmes de recherche et développement qui s'appelle Innocentive, qui est partagée d'ailleurs avec Dupont, Dow, Novartis et Boeing, où ces entreprises vont poser des problèmes de R&D sur ces plateformes-là et vont demander à des clients, en tout cas vont demander aux personnes qui utilisent cette plateforme de les aider à résoudre ces problèmes de R&D, moyennant bien sûr une rémunération. Et donc, vous voyez les résultats concrets, près de 35% des nouveaux produits Procter & Gamble contiennent des éléments d'origine externe à leur R&D, c'est-à-dire sont venus d'idées qui ont été proposées par l'extérieur, bien sûr pour lesquelles les gens sont rémunérés. Troisième apport donc, de cette représentation interactive, c'est la légitimité. Parce qu'interagir avec des communautés qui sont les plus actives ou les plus en pointe sur vos sujets, vos services, ça légitime ensuite le choix final qui est fait par l'entreprise. Ou le choix final relatif à une. Concrètement, lorsque Peter Jackson a voulu adapter donc, le livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, plutôt que de dire, ben voilà, je vais faire une adaptation dans mon coin du Seigneur des Anneaux, et puis ben, ça sera ça, la véritable adaptation, et les gens vont le prendre tel quel, ils ont tout de suite contacté les fans préexistants du livre et de l'œuvre de Tolkien, et les ont mis dans différents groupes de discussion pour savoir si l'adaptation cinématographique qui était en train de réaliser était bien conforme à l'esprit de l'œuvre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une posture et de se dire je suis dépositaire, moi Peter Jackson, de l'esprit de Tolkien, c'est le sens de cette petite citation en bas à droite, il aurait été vraiment arrogant de dire le Seigneur des Anneaux c'est nous, venez à nous. Ils ont eu une posture vraiment d'écoute, de concertation avec les communautés existantes de fans du film, et ça a légitimé ensuite l'œuvre en faisant vraiment une œuvre en rapport avec l'esprit du film. Quatrième apport d'utilité, c'est possible lorsque le marketeur considère que les clients peuvent aussi créer de la valeur pour l'entreprise et les autres, et non plus que le marketeur et l'entreprise aient le monopole de création de valeur. Donc c'est la logique de ce qu'on appelle dans le web de mashup, c'est laisser les utilisateurs modifier, enrichir le produit, plutôt que considérer que le produit, quand il sort d'entreprise, il n'a plus à être modifié, c'est considérer que le client, avec ses ajouts et ses apports,
peut aussi enrichir le produit. Je vous ai pris l'exemple là d'un mashup, c'est-à-dire un mélange entre le service Google Maps et des contributions des internautes qui, sur une carte Google Maps, ont inséré les endroits où se trouvaient les garages les moins chers de la ville. Et donc finalement, ça enrichit l'utilité du service Google Maps, et c'est les clients qui viennent décliner de nouveaux services sur la base du service qui a été prévu initialement. Et puis le dernier rapport, surtout dans les secteurs où il règne une forte volatilité, c'est un apport de prédictibilité. Donc, je vous prends l'exemple du Hollywood Stock Exchange. Donc c'est une plateforme, c'est une bourse d'échange en fait, sauf que les valeurs qui sont cotées, ce sont les résultats aux Oscars. Et donc les internautes achètent ou vendent du Tom Cruise et j'en passe des meilleurs. Et finalement, les résultats qui sortent de cette place de marché sont bien meilleurs que les estimations des grandes critiques américaines, puisque le Hollywood Stock Exchange ne s'est trompé qu'une seule fois en 4 ans pour deviner les premières places des Oscars. Donc imaginez dans un secteur comme l'entertainment, où le nombre d'entrées en cinéma est lié au temps qu'il va faire dehors. Si c'est une bonne semaine et qu'il fait beau, il n'y aura personne qui viendra voir le film. S'il pleut, il y aura beaucoup de monde. Dans les secteurs à forte volatilité, ce type de dispositif a une vraie valeur pour le marketeur. Et cette mécanique de représentation est le fondement même, bien sûr, d'un autre système qui est la démocratie dite indirecte, qu'on appelle la démocratie représentative dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'en démocratie, aujourd'hui, le peuple est au pouvoir à travers ses représentants, à travers ses élus, qui sont chargés de dégager du bien commun à partir des situations individuelles. Donc finalement, on a aussi une représentation à l'œuvre dans le système démocratique, et pas uniquement dans le domaine de l'entreprise où le client règne par l'intermédiaire des marketeurs. Et la démocratie représentative pourrait aussi profiter de ces 5 apports pour peu qu'elle fasse les ajustements et les concessions nécessaires, comme on va le voir. Donc on prend ces 5 apports. Donc l'agilité, aujourd'hui les instances représentatives pourraient gagner en agilité pour peu qu'elles officialisent un vrai canal remontant, pour peu qu'elles officialisent un vrai canal d'écoute sur lequel elles s'engageraient à justement écouter des signaux faibles, des revendications qui ne sont pas encore à la une des journaux. Je prends l'exemple là du site de la mairie de Paris, où depuis la fin de l'année dernière, la mairie de Paris s'engage à passer au conseil municipal toute demande qui ferait l'objet de plus de 54 000 signatures, soit 3% des Parisiens. Ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait c'est assez énorme si vous comparez à son équivalent anglais, le site number10.group.uk, où le seuil est fixé à 500 signatures. Donc là, on y va un peu à reculons en plaçant un seuil à 54 000 signatures avant de s'engager à apporter une réponse aux problèmes qui sont signalés. Deuxième apport, c'est la connaissance qui est possible sur les grands sujets de politique publique, pour peu qu'on prenne l'habitude de partager des données, notamment de les mettre à disposition. Comment on peut attendre des résolutions à des problèmes si on ne partage pas des données? Là-dessus, les gouvernements anglo-saxons sont bien plus en avant, bien plus transparents, puisque c'est eux qui ont lancé le mouvement qu'on appelle Open Data depuis 2 ans. Donc je pense aussi data.gouv ou data.gouv.uk. À l'échelle locale en France, on a Rennes qui met à disposition des données publiques. Donc il consiste à ouvrir les vannes des données qui sont financées par l'argent public, que ce soit le cadastre, que ce soit des données d'état civil, des données sur le territoire, et dans des formats qui sont facilement réutilisables pour en faire des applications, pour en faire des sites. Troisième apport, qui est possible par la concertation, c'est la légitimité pour des décisions qui sont des décisions politiquement engageantes, qui sont des grandes réformes, où à chaque fois on doit convaincre les gens que la réforme est nécessaire. Et les dispositifs de concertation aideraient à légitimer ces grandes réformes, si et seulement si ce n'était pas que des dispositifs de communication, si et seulement si ce n'était pas que de la forme. Je prends l'exemple là de la réponse qui m'a été adressée par l'équipe en charge du site de concertation justement sur l'apprentissage, où je leur ai dit, ben voilà, je trouve ça bizarre, votre site, on peut déposer des idées, ça a l'air d'être un grand cycle de concertation sur l'avenir de l'apprentissage, sauf que concrètement, comment vous vous engagez, à quoi va servir les recommandations que je vais partager avec vous, et à quoi sert la concertation. Et on a répondu que la vocation de la plateforme reste la valorisation du débat entre les internautes, sur l'engagement du ministère. Cette plateforme a pour objectif premier de relever les expériences et les propositions de chacun uniquement. C'est-à-dire qu'il manque, pour qu'il y ait une légitimité qui sorte de ces dispositifs concertatifs, il manque un engagement, pas forcément de résultats, mais en tout cas un engagement de moyens. Il manque des objectifs clairs sur comment vont être utilisés les débats, les données qui sont diffusées, quelle est la transparence à travers ce dispositif concertatif. L'utilité aussi du pouvoir législatif peut être renforcée avec un canal remontant.
pour augmenter notamment l'adéquation des lois qui sont votées au Parlement avec les besoins des citoyens. En France, vous savez, on a un peu un petit souci qui est qu'à chaque fois qu'un problème passe au journal de 20 heures, bah derrière il y a une loi qui est votée le lendemain, donc on se retrouve en fait avec une loi sur deux qui n'est pas appliquée, malheureusement. Ça veut dire beaucoup de travail parlementaire qui au lieu pour rien. Un petit indicateur, le journal officiel, donc là où on diffuse les lois qui sont promulguées, a dû noircir 23 300 pages en 2009, contre 12 500 en 1970 et 17 000 en 1990. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant légiféré, le Parlement n'a jamais autant travaillé sur des micro-légiférations, des micro-lois qui s'appliquent dans un cas. Et derrière, du coup, on se retrouve avec des lois qui parfois sont en inadéquation avec les besoins des citoyens. Et donc il manque ce canal remontant, un exemple qui est le médiateur de la République, initiative assez récente, et qui justement vient servir de canal remontant à chaque fois que vous êtes face à l'administration et que la loi est mal faite, qu'il y a une inadéquation patente de la loi avec le quotidien des citoyens. Le médiateur de la République va faire remonter ça au législateur et va l'encourager à modifier la loi. Autre apport d'utilité, mais cette fois-ci sur l'exécutif, c'est d'associer les citoyens à l'application des lois. Certaines lois sont malheureusement inapplicables, faute de moyens, faute de ressources, de personnel pour appliquer une loi. Et donc, encore une fois, le citoyen aurait un rôle à jouer pour aider à appliquer les lois afin d'augmenter l'utilité des lois qui sont votées. Je prends l'exemple du site internet signalement.gouv.fr. Donc c'est un site où, quand vous naviguez sur la toile, vous voyez un site hors la loi. Ça peut être un site pédophile, ça peut être un site de phishing qui ouvertement vole vos données bancaires. Vous pouvez les signaler par courriel sur internet signalement.gouv.fr. Et donc sur les 26 000 signalements qui ont été envoyés au site, près de 3 500 messages ont ensuite été forwardés à des enquêteurs et qui ont abouti à la fermeture de 800 sites. C'est une co-application de la loi qui va renforcer l'utilité de la loi qui est derrière votée par l'État. Enfin, la prédictibilité, encore une fois, du contexte économique et du contexte social. On sait que c'est très important quand on veut planifier une politique à long terme. C'est prédire quel sera le taux de croissance du PIB, du chômage, l'inflation, etc. Ça pourrait être affiné avec le même mécanisme de place de marché qu'on vient de voir tout à l'heure. Je prends l'exemple de l'Iowa Electronic Market aux États-Unis. C'est l'université de l'Iowa qui a mis sur pied cette place de marché où les valeurs que vous échangez, les valeurs qui sont cotées, ce sont les résultats des élections, que ce soit des élections sénatoriales, des élections nationales ou internationales. Et en fait, cette mécanique est bien plus fiable. On arrive beaucoup mieux à anticiper les résultats des élections américaines à travers cette mécanique de place de marché qu'à travers les sondages, puisque sur 49 élections qui ont eu lieu entre 88 et 2000 aux États-Unis, l'Iowa Electronic Market a été plus juste que les sondages pour estimer qui va gagner dans les 3/4 des cas. Donc là, encore un apport de prédictibilité. Imaginez que les valeurs cotées, ce soit l'inflation, le chômage, etc. Ça aiderait, on fait appel à la rationalité des citoyens et ça aiderait à mieux planifier et à mieux anticiper les évolutions économiques. Donc pour conclure, parce que j'ai déjà un peu dépassé le temps, je suis désolé. La réponse à la question initiale, donc, qui était, je la répète, pourquoi les entreprises profitent plus du web participatif que les institutions politiques, la réponse est qu'on a potentiellement les mêmes apports, mais il manque, à mon avis, deux prérequis. Le premier, c'est un cheminement culturel interne, c'est-à-dire que nos administrations et également les représentants doivent en interne d'abord comprendre l'intérêt de ces dispositifs participatifs. Donc ça passe potentiellement par en interne des mécaniques de suggestions de bonnes idées, mais en interne, qui s'adressent à l'administration et que l'administration fait remonter en interne à ses dirigeants, ou on met à plat les hiérarchies, c'est-à-dire des contacts directs, des canaux où on peut directement, la personne qui l'administration, le fonctionnaire qui est au contact du client, puisse directement remonter des problèmes. Donc ça, ce sont des dispositifs internes à l'administration qui aideraient à les acculturer et à comprendre l'intérêt que suscitent dans le privé ces dispositifs participatifs et aideraient, je pense, le secteur public à plus rapidement adopter les mêmes outils. Et le deuxième prérequis, pour moi, c'est un accompagnement, une prime à la participation qui accélérerait l'adoption de ces outils participatifs. On voit comment la télédéclaration, vous savez, le fait de déclarer ses impôts en ligne, a suscité un engouement inattendu en France en 5 ans, parce que derrière, vous économisez 25 € si vous télédéclarez en ligne. Accompagner cette participation avec, bien sûr, des intérêts économiques. Aux États-Unis, il y a des concours, je pense au concours Apps for Democracy, où on proposait aux internautes de créer des applications iPhone à partir de données publiques. Et le premier prix, il y avait 50 000 € à se partager, 50 000 $ à se partager. Ce sont des mécaniques qui accélèrent l'adoption de ces dispositifs. Et bien sûr, derrière, beaucoup plus d'économies générées que de coûts d'accompagnement.
Donc la seule certitude, en tout cas, qu'on peut avoir, c'est que les médias sociaux sont vraiment au cœur des jeux de pouvoir. On l'a vu dans l'entreprise, on vient de le voir dans le domaine politique. Et la preuve, c'est d'ailleurs, c'est le premier média qu'on coupe, si vous faites référence aux événements récents en Égypte, comme tu me dis, c'est vraiment les médias sociaux, c'est le premier média qu'on va couper si on a peur que le pouvoir soit remis en question et qu'on subisse une révolution. Donc la bonne nouvelle, c'est jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant les médias sociaux sont là pour durer. Alors on n'aura peut-être pas une révolution, mais en tout cas tant qu'ils sont là, on peut penser que petit à petit ça va aider à améliorer, à renverser un peu les jeux de pouvoir, à rééquilibrer les jeux de pouvoir entre représentants et représentés dans le pays. Voilà.